cours des dernières années, le Japon a connu une transformation remarquable de ses capacités navales, marquée par la résurgence des porte-avions. Autrefois limité par les accords de désarmement d'après la Seconde Guerre mondiale, le Japon est devenu une puissance maritime significative dans la région Indo-Pacifique. Alors que les tensions régionales augmentent et que les dynamiques de sécurité évoluent, le Japon a dépensé des milliards de dollars pour développer des porte-avions qui jouent un rôle crucial dans la protection des intérêts nationaux et contribuent à la stabilité régionale. Rejoignez-nous pour découvrir le porte-avions japonais d'1 milliard de dollars qui est enfin prêt pour l'action. Le Japon affiche un PIB de 4,2 billions de dollars, ce qui en fait la troisième économie mondiale, derrière les États-Unis et la Chine. Malgré sa puissance économique, le Japon a historiquement choisi de limiter son influence et de ne pas s'affirmer en tant que grande puissance mondiale. Cependant, des événements récents, notamment l'assertivité croissante de la Chine et ses revendications territoriales en mer de Chine méridionale, ont poussé le Japon à reconsidérer sa position. Le Japon étend rapidement ses capacités militaires, anticipant la possibilité d'un conflit avec la Chine en mer de Chine méridionale, une zone d'environ 1,3 million de miles carrés fortement disputée. La mer de Chine méridionale est une région importante pour ses riches zones de pêche, ses vastes réserves pétrolières et son trafic maritime mondial élevé. Les revendications territoriales de la Chine en mer de Chine méridionale dépassent largement les normes internationales, et leur application à travers des manœuvres navales, des activités de construction d'îles et l'établissement d'installations militaires suscitent des inquiétudes parmi les nations voisines et la communauté internationale. En conséquence, la modernisation navale de la Chine, y compris sa flotte avancée de destroyers, croiseurs, sous-marins et porte-avions équipés de missiles de pointe, a été au centre de l'attention internationale. La flotte chinoise de destroyers de type 55, caractérisée par ses capacités de missiles avancés, ses systèmes radars et ses redoutables capacités de combat, renforce significativement sa présence navale en mer de Chine méridionale. Pour compléter cela, les flottes de croiseurs possédant des missiles à longue portée et des systèmes de commandement et de contrôle avancés. L'expansion navale de la Chine s'étend sous la surface, avec des investissements dans des sous-marins conventionnels et à propulsion nucléaire. Les sous-marins nucléaires de type 093 et type 094 ont aidé la Chine à étendre sa portée navale et à améliorer ses capacités nucléaires de représailles. De plus, les sous-marins conventionnels de type 039 Aiyuan, réputés pour leur système sonar avancé et leur silence, constituent des atouts redoutables sous l'eau. Le programme de porte-avions en pleine expansion, marqué par le Liaoning et le porte-avions de classe Shandong de type 001A construit nationalement, est peut-être le symbole le plus visible de ses ambitions navales. Ces porte-avions, équipés de chasseurs, d'aéronefs de détection précoce et d'hélicoptères anti-sous-marins, renforcent les capacités de projection de puissance de la Chine. Ces navires de guerre sont équipés de missiles anti-navires et anti-aériens de pointe, y compris le redoutable missile tueur de porte-avions, DF-21D, ses capacités d'aviation navale, y compris des chasseurs basés sur porte-avions comme le J-15 et des développements futurs tels que le FC-31, assurent la polyvalence de SS porte-avions en tant que plateforme de combat redoutable. Les revendications territoriales assertives de la Chine en mer de Chine méridionale ont conduit à des différends avec des pays voisins, notamment le Japon, le Vietnam, les Philippines et la Malaisie. La présence d'actifs navals avancés dans ces eaux contestées accroît les tensions et augmente le potentiel d'incidents maritimes. De plus, les revendications maritimes de la Chine, telles que la construction d'îles artificielles et l'établissement de zones d'identification de défense aérienne, remettent en question les principes de la liberté de navigation et de survol, suscitant des critiques internationales et des inquiétudes quant à d'éventuelles confrontations ou erreurs de calcul. La mer de Chine méridionale est devenue un point focal de la compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine. La présence américaine dans la région Indo-Pacifique, y compris les opérations de liberté de navigation et les efforts de renforcement d'alliances avec des partenaires régionaux, a intensifié les tensions et accru le potentiel d'escalade non intentionnelle.
Reconnaissant l'évolution du paysage sécuritaire, le Japon s'est engagé dans des dépenses militaires importantes. Pour l'année fiscale 2024, le Japon a demandé un budget de 52,9 milliards de dollars, le plus élevé de son histoire. Au cours des 5 prochaines années, le Japon prévoit d'investir environ 307 milliards de dollars dans son armée, soit plus de 250% de plus que les dépenses des 5 années précédentes. Comprendre la récente incursion du Japon dans le développement de porte-avions nécessite un examen du contexte historique et des changements de politique qui ont jeté les bases de cette transformation. L'intérêt japonais pour l'aviation navale remonte au début du XXe siècle. Le Japon a expérimenté des porte-avions d'hydravions pendant la Première Guerre mondiale, marquant les premiers pas vers l'aviation basée sur des porte-avions. Les premiers développements dans l'aviation navale ont jeté les bases des futurs porte-avions japonais. Les premières incursions du Japon dans l'aviation navale impliquaient des porte-avions d'hydravions tels que le Wakamiya et le Wakataka. 16 navires étaient conçus pour lancer des hydravions pour des missions de reconnaissance et de repérage. Le Hosho occupe une place spéciale dans les annales de l'histoire navale en tant que premier porte-avions du Japon. Mis en service en 1922, il représentait un saut significatif dans la technologie navale et la doctrine pour le Japon, marquant le début d'une nouvelle ère dans la guerre maritime. Dans cet essai, nous explorerons l'histoire fascinante du Hosho en examinant sa conception, ses capacités, ses contributions et son héritage durable. Avec une longueur de 168 mètres et un déplacement de 9494 tonnes, le Hosho était relativement petit par rapport aux porte-avions ultérieurs, reflétant les premières expérimentations avec les conceptions de porte-avions. Il disposait d'un pont d'envol pouvant accueillir environ 15 avions et d'un hangar sous le pont pour le stockage et la maintenance. Le système de propulsion du navire se composait de turbines à engrenages, assurant une vitesse maximale de 25 nœuds. Le Hosho était initialement équipé d'aéronefs Mitsubishi, un MF et Gloster Sparrowhawk, lancés via un système de catapulte à air comprimé. Ce navire pionnier a démontré l'engagement du Japon envers l'aviation navale et a servi de plateforme pour tester divers aéronefs et concepts opérationnels. Les missions principales du navire comprenaient la reconnaissance, la prospection et le soutien aux actions de la flotte. Bien que le Hosho n'ait pas participé à des opérations de combat significatives pendant son service, il a été crucial pour faire progresser les capacités d'aviation navale du Japon. Il a facilité la formation des pilotes, leur permettant de perfectionner leurs compétences pour le lancement, la récupération et la navigation des aéronefs depuis le pont d'un porte-avions. Cette formation s'est avérée inestimable lorsque le Japon a étendu sa flotte de porte-avions et mené des opérations dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Hosho a subi plusieurs modifications au cours de sa vie opérationnelle. En 1934, il a bénéficié d'une mise à niveau de son pont d'envol, qui a été étendu pour améliorer la manipulation des aéronefs. De plus, une grue a été installée pour aider à la récupération des aéronefs. Ces modifications reflétaient l'engagement du Japon à améliorer les opérations et la préparation des porte-avions. Il a été un pionnier, préparant le terrain pour le développement de porte-avions plus grands et plus avancés du Japon, tels que l'Akagi et le Kaga. Ces porte-avions ont joué des rôles cruciaux dans les premiers succès du Japon sur le théâtre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Hosho a servi la marine impériale japonaise pendant près de 2 décennies. Cependant, à la fin des années 1930, il était considéré comme obsolète par rapport aux porte-avions plus récents. Après sa mise hors service en 1942, il a été converti en navire d'entraînement et utilisé ultérieurement à d'autres rôles auxiliaires. Tragiquement, le Hosho a pris fin en 1946 lorsque les forces américaines l'ont sabordé dans le cadre des accords de désarmement d'après-guerre. L'Akagi et le Kaga, 2 des porte-avions les plus emblématiques du Japon, ont joué des rôles importants au cours des premières années de la Seconde Guerre mondiale, symbolisant la puissance navale et les ambitions du Japon dans le Pacifique. Mis en service à la fin des années 1920, l'Akagi et le Kaga faisaient partie des efforts ambitieux d'expansion et de modernisation navale du Japon.
Il mettait en évidence l'engagement du Japon envers l'aviation basée sur porte-avions en tant que composante centrale de sa stratégie militaire. L'Akagi et le Kaga étaient d'énormes navires, mesurant 855 pieds de long et déplaçant plus de 38 000 tonnes chacun. Ils ont été initialement construits comme croiseurs de bataille, mais convertis en porte-avions dans les années 1930. Ces conversions comprenaient l'ajout de ponts d'envol, de hangars et d'autres installations nécessaires aux opérations d'aéronefs. Chaque porte-avions pouvait accueillir environ 90 aéronefs, y compris des chasseurs, des bombardiers et des avions de reconnaissance. Les deux porte-avions ont joué un rôle essentiel dans les premières victoires du Japon dans le Pacifique. Ils ont joué des rôles clés dans l'attaque surprise de Pearl Harbor en décembre 1941, lançant des vagues d'aéronefs qui ont endommagé significativement la flotte du Pacifique des États-Unis. Le succès de cette opération a marqué un tournant dans la guerre navale, soulignant la puissance de l'aviation basée sur porte-avions. L'Akagi et le Kaga ont participé à plusieurs batailles cruciales dans le théâtre du Pacifique. Ils faisaient partie de la première flotte aérienne, ou Kido Butai, une redoutable force de frappe de porte-avions qui a dirigé les opérations navales japonaises. Les porte-avions ont joué des rôles cruciaux dans les batailles de la mer de Corail et de Midway en 1942. Cette dernière bataille, souvent considérée comme le tournant de la guerre du Pacifique, a vu la perte des deux porte-avions. La bataille de Midway, livrée en juin 1942, a été un moment décisif pour les deux porte-avions. L'Akagi, le Kaga et les porte-avions Soryu et Hiryu ont fait face à une force américaine déterminée. Pendant la bataille, les aéronefs américains ont sans relâche ciblé les porte-avions japonais, entraînant la destruction catastrophique de l'Akagi et du Kaga. La perte de CS porte-avions et de leurs aéronefs a gravement affecté les capacités navales du Japon. Après leur perte à Midway, l'épave de l'Akagi a été découverte en 2019, témoignant de l'intérêt durable pour CS navires historiques. La redécouverte de l'Akagi a relancé les discussions sur d'éventuels efforts de préservation ou la création d'un musée dédié à sa mémoire. Bien que l'épave du Kaga ait également été trouvée, les deux porte-avions reposent à des profondeurs considérables, rendant les efforts de récupération à grande échelle difficiles. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire japonais s'est rendu en 1945 et a été privé de sa flotte de porte-avions dans le cadre de l'occupation alliée. Le Japon était interdit de maintenir des capacités militaires offensives. Pendant cette période, le pays s'est concentré sur la reconstruction de son économie. Le Japon a établi les forces maritimes d'autodéfense, MSDF, la même année, se concentrant initialement sur la défense côtière. Les MSDF ont joué un rôle clé dans le maintien de la sécurité maritime pendant la guerre froide. Les années 1950 ont marqué la résurgence du Japon dans l'aviation navale, bien qu'initialement axée sur la lutte anti-sous-marine plutôt que sur les porte-avions traditionnels. L'accent du Japon sur les opérations de lutte anti-sous-marine a conduit au développement de porte-hélicoptères comme la classe Shiran. Ces navires transportaient des hélicoptères anti-sous-marins pour contrer la menace des sous-marins soviétiques. À la fin du XXe siècle, le Japon a développé des porte-avions légers, tels que la classe Hyuga, équipés d'hélicoptères et d'aéronefs à décollage et atterrissage vertical. Les porte-avions de classe Izumo, comprenant le JS Izumo et le JS Kaga, représentent la plus grande incursion du Japon dans les porte-avions modernes. Initialement conçus comme des destroyers d'hélicoptères, ces navires ont subi d'importantes modifications pour accueillir les avions avancés, F-35B à décollage court et atterrissage vertical. Les porte-avions de classe Izumo sont des navires colossaux avec un déplacement total d'environ 27 000 tonnes. Leur taille impressionnante, mesurant 814 pieds de long et 125 pieds de large, offre un espace de pont ample pour les opérations aériennes. Ce déplacement généreux permet une stabilité accrue en mer agitée, assurant que les porte-avions peuvent opérer efficacement dans les environnements maritimes dynamiques de l'Indo-Pacifique. Bien qu'initialement destinés aux hélicoptères, ces porte-avions ont été adaptés pour accueillir jusqu'à 28 aéronefs
principalement des chasseurs F-35B à décollage court et atterrissage vertical. Cela renforce les capacités de projection de puissance du Japon et étend sa portée dans la région de l'Indo-Pacifique. La capacité de transporter de nombreux aéronefs permet une gamme diversifiée de missions, de la suprématie aérienne aux missions de frappe. Les porte-avions disposent de systèmes avancés de manipulation des aéronefs, comprenant des ascenseurs et des monte-charges, pour faciliter le mouvement efficace entre le pont d'envol et le hangar en dessous. Cela garantit des temps de rotation rapides pendant les opérations, un aspect crucial de l'aviation basée sur porte-avions. Les ascenseurs peuvent transporter des aéronefs entièrement armés et ravitaillés, simplifiant les processus de lancement et de récupération. Le pont d'envol des porte-avions de classe Izumo est doté de revêtements résistants à la chaleur et de marquages pour répondre aux besoins uniques des opérations F-35B. Ce marquage aide les pilotes lors du décollage et de l'atterrissage, ce qui est crucial pour les aéronefs à décollage court et atterrissage vertical, STOVL. De plus, le pont d'envol est équipé de dispositifs d'arrêt permettant des atterrissages sûrs et contrôlés des aéronefs F-35B, même dans des conditions défavorables. Une combinaison de 4 turbines, General Electric LM 2500, propulse ces porte-avions, fournissant une puissance impressionnante de 112 000 chevaux. Ce système de propulsion robuste permet aux navires d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 30 nœuds, permettant un déploiement rapide et une flexibilité dans la réponse aux contingences régionales. La puissance de ces moteurs témoigne de l'agilité des porte-avions malgré leur taille. Les porte-avions sont équipés de systèmes de contrôle du trafic aérien de pointe, notamment le Joint Precision Approach and Landing System, pour soutenir des opérations de volume complexe. Cette technologie aide à l'atterrissage précis des aéronefs, améliorant la sécurité et l'efficacité globale. Le J-PALS fonctionne avec l'avionique avancée du F-35B pour assurer des atterrissages précis même par mauvais temps. Bien que leur mission principale soit le déploiement d'aéronefs, les porte-avions de classe Izumo ne sont pas sans défense. Ils sont armés de 2 systèmes d'armes rapprochés marque 15 Phalanx à 6 canons et de 2 lance-missiles surface-air REM, 116 rames, avec des magazines de missiles RAM à 11 cellules. SES Defense protège contre les menaces aériennes, y compris les missiles anti-navires et les aéronefs ennemis, assurant la survie des porte-avions dans des environnements contestés. L'adaptabilité de ces porte-avions permet des profils de mission polyvalents. En plus de leur rôle de porte-avions, ils peuvent soutenir des opérations de recherche et sauvetage, patrouiller dans les eaux territoriales et garantir la souveraineté japonaise dans la région. Leur polyvalence en fait des atouts précieux en temps de paix et de conflit, permettant au Japon de faire face à divers défis maritimes. Le Japon a des plans ambitieux pour la future modernisation des porte-avions de classe Izumo. Cela comprend l'agrandissement de la forme de la proue pour améliorer les capacités du pont d'envol, la mise à niveau des ascenseurs du hangar et l'expansion des réservoirs de carburant, des munitions et du stockage des pièces de rechange. Ces efforts de modernisation visent à garantir que les porte-avions restent à la pointe de la technologie de l'aviation navale, s'adaptant aux menaces émergentes et aux exigences opérationnelles. L'introduction de ces porte-avions a des implications stratégiques régionales significatives. Les capacités navales renforcées du Japon, soutenues par les porte-avions de classe Izumo, renforcent son engagement envers la sécurité et la stabilité régionale, en particulier à la lumière des dynamiques en évolution dans l'Indo-Pacifique. Ces porte-avions symbolisent la stratégie maritime en évolution du Japon et son rôle dans la promotion de la stabilité régionale. Ils contribuent à la dissuasion en rassurant les alliés et partenaires du Japon, tout en signalant aux adversaires potentiels que le Japon est prêt à défendre ses intérêts et à respecter les normes maritimes internationales dans la région de l'Indo-Pacifique. Mais ces porte-avions ne sont qu'une partie de ce que le Japon a préparé pour défendre ses eaux. Les récents efforts du Japon pour protéger ses frontières ont conduit à la construction des destroyers de classe Maya et des sous-marins de classe Taigei. Les destroyers de classe Maya, une addition redoutable à l'arsenal naval du Japon, représentent l'engagement du pays à maintenir la sécurité maritime et à projeter sa puissance dans la région du Pacifique. Ces navires de guerre technologiquement avancés
possèdent diverses caractéristiques et fonctionnalités qui les placent parmi les navires de guerre de premier plan à l'échelle mondiale. Dans cet essai, nous explorerons les 10 aspects clés qui font des destroyers de classe Maya une force redoutable à prendre en compte. Les destroyers de classe Maya sont équipés du système de combat Aegis de pointe, un système d'armes navales intégré capable de défendre simultanément contre les menaces aériennes, de surface et sous-marines. Ce système radar sophistiqué et le système de missiles offrent une conscience situationnelle inégalée et des capacités de défense aérienne. Ces destroyers sont polyvalents dans leur rôle et capables de participer à des opérations de guerre anti-aériennes, anti-surface et anti-sous-marine. Cette fonctionnalité polyvalente garantit qu'ils peuvent s'adapter à un large éventail de scénarios opérationnels. Les destroyers de classe Maya sont équipés du radar à balayage électronique actif FCS-3A, qui améliore la détection des cibles et la précision du suivi. Ce système radar améliore considérablement leur capacité à engager efficacement les menaces. Ces destroyers disposent d'un VLS pouvant accueillir une variété de missiles, dont le SM-6 pour la défense anti-aérienne et le missile navire-navire de Type 90 pour la lutte anti-navire. Le VLS offre une flexibilité et des capacités de réponse rapides pour engager simultanément plusieurs menaces. Avec leur capacité ASW avancée, les destroyers de classe Maya disposent d'un sonar monté à l'avant et d'un système sonar à remorquage. Ces technologies leur permettent de détecter et d'engager des sous-marins à des distances étendues, ce qui est crucial pour maintenir la sécurité maritime. Ces destroyers sont équipés de systèmes de commandement et de contrôle avancés, y compris la capacité d'engagement coopératif qui permet le partage en temps réel des données de capteurs avec d'autres unités amies. Cette fonction améliore l'efficacité globale des opérations conjointes. Les destroyers de classe Maya intègrent des éléments de conception furtive, notamment une section radar réduite et des signatures infrarouges pour minimiser leur détectabilité par des forces hostiles. Cela les rend plus viables dans les environnements modernes de combat naval. Les destroyers de classe Maya sont construits en pensant à l'adaptabilité. Leur conception modulaire permet une intégration facile de futurs systèmes et technologies, garantissant qu'ils restent à la pointe de la guerre navale pendant des années. La deuxième addition à leur arsenal militaire était la classe Taijai. Ce sous-marins représentent une nouvelle ère dans les capacités navales du Japon, combinant une technologie de pointe, la furtivité et la polyvalence pour maintenir la sécurité maritime et contribuer à la stabilité régionale. Cette classe de sous-marins, dirigée par Taijai elle-même, marque l'engagement du Japon à protéger ses eaux territoriales et à contribuer aux efforts de paix mondiaux. Les sous-marins de classe Taijai intègrent une technologie de furtivité avancée, les rendant incroyablement difficiles à détecter par des adversaires. Ces fonctionnalités de furtivité comprennent une conception hydrodynamique, des revêtements anéchoïques et des matériaux d'amortissement des vibrations pour réduire leur signature acoustique et augmenter leur capacité à opérer sans être détectés. Équipés de systèmes sonars de pointe, ces sous-marins détectent et suivent les navires ennemis, offrant un avantage significatif dans la collecte de renseignements et les opérations de lutte anti-sous-marine. Leurs systèmes sonars sont capables de détecter et de classer des cibles sous-marines à longue portée. Les sous-marins de classe Taijai bénéficient d'une endurance impressionnante grâce à leurs batteries au lithium-ion avancé. 16 batteries offrent des opérations submergées prolongées et une recharge plus rapide, réduisant la nécessité de remonter fréquemment à la surface et améliorant leur capacité globale de furtivité. Ces sous-marins ont une capacité de charge utile accrue, ce qui leur permet de transporter diverses charges utiles spécifiques à la mission, notamment des torpilles, des mines et des véhicules sous-marins sans pilote. Cette polyvalence leur permet de s'adapter à un large éventail de profils de mission. Les sous-marins de classe Taijai sont conçus pour des missions multifonctionnelles, notamment la lutte anti-sous-marine, la collecte de renseignements, la reconnaissance et la surveillance. Leur adaptabilité garantit qu'ils peuvent répondre de manière efficace aux défis de sécurité en constante évolution.
Un système sophistiqué de gestion de combat intégré forme l'épine dorsale de ces sous-marins. Il intègre de manière transparente les données de divers capteurs et systèmes, fournissant une image complète de l'espace de bataille sous-marin et facilitant la prise de décision rapide. Les sous-marins de classe Taijai disposent de systèmes de propulsion silencieux, réduisant les émissions sonores et améliorant leur capacité de furtivité. Ces systèmes de propulsion leur permettent de s'approcher et d'engager des cibles de manière furtive pour garantir le bien-être et l'efficacité de l'équipage pendant des missions prolongées. Ces sous-marins disposent de logements d'équipage améliorés, de systèmes d'automatisation avancés et d'une ergonomie améliorée. Cette attention au confort de l'équipage est cruciale pour maintenir une disponibilité opérationnelle optimale. L'engagement du Japon envers la sécurité internationale et la coopération est évident dans les sous-marins de classe Taigei, qui intègrent des technologies avancées et bénéficient de la collaboration internationale. Cette collaboration renforce les alliances et contribue à un environnement maritime plus stable. Les sous-marins de classe Taigei sont cruciaux pour la stratégie générale de sécurité maritime du Japon. Ils renforcent la capacité du Japon à protéger ses eaux territoriales, à maintenir les normes maritimes internationales et à contribuer à la stabilité régionale dans la région Indo-Pacifique. Face à la croissance rapide de la marine japonaise, la Chine a surveillé de près le développement des porte-avions japonais, exprimant des inquiétudes quant à son impact sur la stabilité régionale. Les porte-avions japonais sont perçus comme un contrepoids à la présence navale croissante de la Chine en mer de Chine méridionale. Les porte-avions du Japon renforcent sa position dans les litiges territoriaux, tels que les îles Senkaku, où la Chine revendique également ses droits. Les porte-avions offrent un moyen d'affirmer la souveraineté et de protéger les intérêts du Japon dans des zones contestées, en participant activement à la coopération régionale en matière de sécurité et en participant à des exercices conjoints et à des patrouilles maritimes avec des alliés et des partenaires. Ces porte-avions facilitent l'engagement coopératif, améliorant l'interopérabilité et les capacités de réponse aux crises. L'Alliance États-Unis-Japon reste un pilier de la sécurité régionale. Les porte-avions japonais complètent les capacités navales des États-Unis, renforçant leur engagement à défendre les règles et les normes internationales en mer de Chine méridionale. Étant donné que les porte-avions sont essentiellement destinés aux opérations d'assaut, le développement des porte-avions japonais peut être mal compris ou mal interprété par d'autres nations, nécessitant une communication transparente de ses intentions. Le Japon doit renforcer son engagement envers un rôle pacifique et axé sur la sécurité dans la région Indo-Pacifique. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir plus de nos vidéos. À bientôt.